Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité des entreprises. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Toutes les entreprises payent des impôts pour contribuer à la construction ou au maintien des infrastructures, quelle qu'elle soit, la voirie, l'hôpital, etc. Ou de services publics, et c'est bien normal. Mais changer la fiscalité des entreprises sans discernement, c'est plus problématique. En effet, en cette période de débat d'orientation budgétaire ou de vote de projet de loi de finances, je suis toujours un peu perplexe devant les débats ou tous les amendements de tous bords. Comme ça, on va pas faire de jaloux. Pour faire payer plus les entreprises. Les entreprises sont certainement plus riches que les citoyens, et que les entreprises participent à l'effort national, c'est un fait. Surtout si elles bénéficient d'aides financières, donc je pense que il peut y avoir une contrepartie. Ce qui est le plus embêtant, c'est le manque de discernement dans le ciblage de l'augmentation de la fiscalité. Et c'est en gros ce qui se passe en ce moment. Alors, on verra au moment où sera diffusé le podcast, mais probablement que la loi de finances, la loi de finances sera votée. Peut-être qu'il y aura des... ou pas. D'ailleurs, ça va dépendre de la stabilité du gouvernement. Mais quand ces lois sont débattues au Parlement, il est pratiquement jamais question de distinction entre les petites et les grandes entreprises. Moi, c'est quelque chose qui me choque assez profondément, parce que si vous avez un taux d'IS, donc d'impôt sur les sociétés à 25%, il est 25% pour toutes les entreprises. On peut discuter sur la finalité de ces 25%, c'est toutes les entreprises qui payent 25%, etc., effectivement, de leurs bénéfices, voilà. Mais 25% sur 1 million, c'est pas la même chose que 25% sur 25 000 euros de bénéfices, par exemple, de bénéfices. C'est pas la même chose du tout. Donc pourquoi il n'y a pas de barème progressif comme pour l'impôt sur les revenus, par exemple ? C'est quelque chose qui me semble vraiment complètement irréel. Et je parle pas Alors quand on parle par exemple là en ce moment, on parle de contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises, finalement c'est une sorte d'impôt progressif, même si on jure que ça ne sera que temporaire, mais bon, il y a de grandes chances que ça se maintienne. Souvent les impôts ça se maintient. On a vu avec la CSG, par exemple, comment c'est resté. Bon, du coup, comme ça revient pas au même. Donc, pourquoi on discute pas de ça au niveau des entreprises ? Le problème également, c'est que quand on a une imposition à l'IS, par exemple, elle s'applique sur l'année N-1. Puisque vos bilans, alors il peut être fait très rapidement par votre expert comptable, mais en général, il est publié au mois d'avril, en tout cas, si vous avez un exercice fiscal qui termine au 31/12 de l'année, vous avez votre bilan à partir du mois d'avril, et donc du coup, vous payez un impôt sur les sociétés qui est sur un N-1. Il se trouve que si vous avez vous êtes à cause de la conjoncture économique, ça peut arriver, un retournement vous êtes dans le rouge dans l'année N, donc vous payez 25% sur l'IS alors que vous n'avez plus l'argent. Enfin voilà, donc là aussi il y a quelque chose qui fonctionne pas. Autre exemple, le crédit impôt recherche, le CIR, ou le crédit impôt innovation, le C2I. Il était question, on a entendu dans les débats parlementaires qu'il était question de le supprimer. Mais c'est vrai que
pour certains députés ou certains sénateurs, on se dit, ben ouais, il y a des grandes entreprises qui touchent des millions de crédits impôt recherche ou qui touchent des millions de crédits impôt innovation, mais c'est pas le cas des petites entreprises. On est dans des proportions beaucoup plus moindres. Et donc, si vous supprimez les 20% par exemple du crédit impôt innovation pour les petites entreprises, ben il y a des grandes chances qu'elles pourront plus innover. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le crédit impôt innovation, par exemple, ça finance ce que, par exemple, les clients, quand on parle d'innovation, ne peuvent pas financer. Donc, si vous supprimez ça, ben, on ne pourra plus développer de logiciels, par exemple, quand on parle de notre activité propre, par exemple, on ne pourra plus développer de solutions, et on va encore être dépendant, numériquement, en tout cas pour tout ce qui est numérique, de grandes entreprises américaines, hein, pour ne pas, voilà, et donc du coup, on aura loupé l'effet qu'on voulait avoir, voilà. Donc, on sait très bien, par exemple, aussi que par rapport au crédit impôt recherche, c'est vrai qu'il y a des grandes entreprises qui vont toucher du crédit impôt recherche. Je dis pas qu'elles en font pas, hein. Je pense que dans l'automobile, il y a pas mal il doit y avoir pas mal de recherche et développement dans d'autres industries, dans d'autres secteurs d'activité comme ça. Mais si je parle, par exemple, du secteur pharmaceutique, des laboratoires pharmaceutiques, on sait bien que les grands laboratoires pharmaceutiques innovent peu. Parce que c'est plus leur modèle économique. Elles font de la fusion-acquisition, mais elles n'innovent plus. Et la preuve, c'est qu'elles rachètent beaucoup de startups qui, elles, innovent. Donc, elles vont finalement, elles vont acheter l'innovation. Donc, elles n'ont aucune raison de bénéficier de crédit impôt recherche ou de crédit impôt innovation, puisque là, elles rachètent l'innovation. Donc, c'est pareil. Pourquoi ces crédits impôt recherche, si on doit faire des économies, ou ces crédits impôt innovation, il faut que ça soit progressif. Je veux dire que peut-être que les grandes entreprises ont moins besoin de cette aide-là que des petites entreprises ce qui va leur permettre de se développer. Donc encore, il n'y a pas de distinction. Donc c'est voilà, on taille dans le vif. Donc c'est tout le monde. Et puis c'est comme ça. Donc ça part d'une très méconnaissance finalement de l'économie. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes situations quand on est une très petite entreprise ou si on est une PME ou une ETI ou une grande entreprise. Voilà. En matière d'innovation, en tout cas, quand on finance ce genre de choses, ce qu'il faut bien voir que si l'État finance nos innovations en tant que très petites entreprises, de TPE ou même de PME, si nous arrivons à innover, c'est souvent des choses d'abord on nous demande, enfin les comptables nous demandent de savoir si on revend ces innovations-là. Donc de toute façon, l'État, il est bénéficiaire, puisque comme on va les revendre, on va collecter, l'État va collecter de la TVA, donc du coup va remplir ses caisses. Donc du coup, c'est pas en flinguant finalement ces dispositifs-là que l'État va à long terme en tout cas va remplir ses caisses. D'ailleurs, une autre réflexion qu'on peut avoir, c'est sur les services. Pourquoi tous les services ne bénéficieraient pas de taux de TVA réduite ? On a vu que dans certains secteurs du bâtiment ou dans certains cas, ou le secteur de la restauration, on est bien sur des secteurs du service, hein, c'est pas par définition. Pourquoi on ne peut pas bénéficier de taux de TVA réduite, sachant que la plupart des gens qui vendent du service vendent du temps. Et donc on sait que le temps, c'est incompressible et que malheureusement, ce temps, il déborde. Il déborde parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on avait prévu dans le temps qui était imparti. C'est comme ça, c'est propre au service. Et d'ailleurs, tous les gens qui vont financer l'innovation, ils savent très bien qu'ils vont financer des produits, ou en tout cas, même s'ils financent de la recherche et développement, qui est finalement du service au départ, ils vont financer un produit au final parce qu'ils savent que le facteur multiplicatif ou le facteur multiplicateur, il va être énorme à la sortie par rapport à des services. Moi, j'étais toujours confronté à des fonds d'investissement qui me disent « Ouais, mais vous développez des services, donc ça se développe très lentement. On n'a pas de retour sur investissement à 2 chiffres, donc pourquoi financer des services alors que ça crée beaucoup d'emplois et que finalement, ça crée aussi une valeur ajoutée qui est non négligeable. Ces services,
On voit de toute façon qu'on a des États, les États occidentaux, qui se désindustrialisent, et ils vivent aussi beaucoup sur les services. Donc pourquoi on n'aurait pas, en tout cas même sur les TPE, des taux réduits sur les services à cause de ces situations-là? Parce qu'on pourrait se développer plus facilement, les clients pourraient se payer plus facilement ces services-là. Donc si on fait tourner plus d'économies, de toute façon, l'État sera bénéficiaire au final. On sait très bien que, en plus, on est dans une économie de marché. C'est comme ça. Donc il y a une concurrence qui est énorme. Et cette concurrence, elle est même planétaire. Donc même si quand on est dans des très petites entreprises, on est sur une concurrence qui est plus locale ou régionale, mais quand même, dans les secteurs du numérique, on sait très bien qu'on est sur une concurrence qui peut être, oui, mondiale. Enfin, il y a une certaine globalisation, donc c'est toujours compliqué. Donc, il n'est pas question évidemment de sacrifier la compétitivité des entreprises, parce que je sais que les syndicats patronaux sont très très alertent l'État là, sur cette compétitivité là, et c'est vrai que c'est un vrai problème. Si on est 2,5 fois ou 3,5 fois plus cher que même de certains entrepreneurs en Europe, comme au Portugal par exemple, parce qu'on cite souvent. C'est vrai qu'on peut pas lutter, quoi. On peut pas lutter. Donc cette compétitivité, il faut, c'est un compromis entre la compétitivité et puis les rentrées fiscales pour l'État. J'entends bien la problématique de l'État de faire rentrer le plus possible d'impôts à travers la TVA qui rapporte beaucoup, l'impôt sur les sociétés et d'autres types de taxes aussi. On a parlé de la CFE, de la CVAE, des choses comme ça. Parce qu'il faut les supprimer, etc. Donc c'est vrai que et tous ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, on a quand même des prélèvements obligatoires qui sont particulièrement corsés en France, beaucoup plus que dans certains pays européens. Donc tout ça ne contribue pas au développement des entreprises. Donc il faut, à un moment donné, il faut faire un choix. En conclusion, pour moi, une stratégie fiscale progressive adaptée à la taille des entreprises serait assez judicieuse pour permettre aux petites entreprises de se développer et pouvoir payer plus d'impôts à un moment donné. Il vaut mieux risquer de collecter moins d'impôts que d'étouffer des entreprises et donc de perdre des rentrées fiscales. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.